Les amis internautes sont extrêmement nombreux à nous suivre encore à cette heure-là, en direct, puisqu'on voit les images. Je me suis permis de vous amener évidemment, Laurent et tous, la une du journal de demain, qui vient d'être terminée. Donc, le rêve en bleu continue. Ça, c'est le journal donc, qui sera en kiosque dès demain matin. Et sur la home du Figaro, ça vous le savez mieux que quiconque évidemment, nos camarades du service des sports sont en train de mettre un maximum d'informations sur le site et en temps réel, et je peux vous assurer qu'il y a énormément de monde. Alors, scène de liesse évidemment, pas de gros mouvements dangereux pour le moment, par contre à signaler, on est en train de voir ça avec Paul, avec Johan, avec Antoine, avec Valérie, qui sont dans la newsroom, mais par contre un mouvement, une trentaine de blessés, nous dit-on il y a quelques minutes à Nice, suite à un mouvement de foule. Ce serait un pétard qui aurait créé donc juste l'angoisse parce que la foule est très compacte sur Nice. C'est tout ce que nous savons pour le moment. La joie, c'est bien. C'est des moments extraordinaires, mais restons dans la joie, profitons de cet instant magique, comme vous le disiez tout à l'heure à la fin. Il faut profiter de ça. Parce que on se posait la question, en 98, que faisions-nous lorsque les Bleus ont gagné, certes, mais en demi-finale, est-ce que nous vivions ce que nous vivons ce soir en 1998, Laurent? Alors après la demi-finale contre les Croates en 98, qui s'était déroulée au Stade de France, à Saint-Denis, effectivement, la liesse populaire s'était déjà emparée des rues de Paris, mais dans une moindre mesure que celle de ce soir. Je me souviens très bien que cet été 98 avait lui aussi des similitudes avec celui de cette année. Notamment, l'atmosphère était aussi chaude. Il faisait une température, c'était un été très agréable, une température très agréable qui régnait sur Paris en juin puis en juillet. Et à l'issue de la demi-finale contre les Croates, évidemment, plusieurs dizaines de milliers de Parisiens étaient descendus dans la rue pour fêter ça. Les bars, les terrasses étaient pleines et sur les Champs-Élysées avait eu lieu un rassemblement lui aussi assez conséquent. Mais un rassemblement moins suivi que celui de ce soir, qui ressemble davantage ce soir au rassemblement qui avait eu lieu après la finale. Il faut se souvenir qu'à l'époque, l'équipementier de l'équipe de France, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, qui était la maison d'en face, avait, à l'issue de la demi-finale, noté cette liesse populaire et s'était projeté sur la finale en ayant l'idée d'organiser, vous vous en souvenez, la projection sur la grille. On va être en ligne avec nos envoyés spéciaux. Une petite précision, je le dis parce qu'on vient de le savoir à l'instant. Donc, Anne Hidalgo, la maire de Paris, confirme l'installation d'un écran géant sur le Champ de Mars dimanche pour la finale dès 17h. Ça nous donnera encore de belles images, on l'espère. Et voilà, ça vient de tomber à la seconde. Avec de l'euphorie et voilà, on espère une victoire. Juste avant de prendre nos envoyés spéciaux, je fais un petit mot à la régie. On a un petit problème avec la tablette, on ne reçoit plus les messages. Ça arrive. Écoutez, on est avec donc Renaud Toffier et Baptiste Després. Bonsoir les gars, vous nous entendez? On vous entend très bien, tout va bien. Bon, alors quel match, quelle euphorie, on est en finale de Coupe du Monde. La France est en finale de Coupe du Monde. Racontez-nous un petit peu comment vous l'avez vécu dans le stade. On l'a vécu comme vous dans le stade, c'était quasiment irrationnel. Au fil des minutes qui s'égrenaient, de se dire que l'équipe de France allait être en finale de la Coupe du Monde 12 ans après, 20 ans après, notamment 98, c'est juste fabuleux. Déjà d'un point de vue personnel, parce que suivre ça, c'est quand même une chance. On est des privilégiés d'être là au stade, de vivre ces instants. Et puis après, d'un point de vue, je sais même plus quoi dire. En fait, il y avait une tension en plus très particulière dans ce match, parce qu'on n'a pas du tout dominé ce match du début à la fin. On n'a pas mis 3-0 à la première mi-temps et du coup on était toujours dans l'attente de voir ce résultat se préserver, on va dire. Donc on avait peur en fait jusqu'au dernier moment qu'il y ait un but qui n'est pas arrivé bien heureusement, et donc voilà, on est en finale maintenant, c'est magnifique. Frédéric Picard. Oui, bonjour les garçons. Une information qui vient de tomber, c'est sur Instagram. Pogba dédie la finale aux sangliers thaïlandais. Sont ces jeunes garçons qui étaient enfermés donc, dans la grotte, qui étaient pris au piège dans la grotte et qui sont tous sortis avec leur entraîneur sain et sauf. Et donc Pogba dédie cette victoire à ces jeunes garçons thaïlandais.
Question pour vous deux, Baptiste, Renaud. Vous sortez donc des conférences de presse d'après-match. Ouais. Vous avez vu Didier Deschamps. Racontez-nous, il était comment la dèche ? Mais en fait, il était dans le ton, il était comme il est depuis le début de la compétition. Il a été un moment un peu taquin en lui disant qu'il l'eût cru à part vous, en pointant les journalistes. C'était une petite pique en leur disant écoutez, vous nous avez bien taclé depuis le début, donc là maintenant, tout le monde va savourer. Non, il est resté dans le ton, à savoir que pour lui, la finale n'est pas gagnée déjà. Et puis, il a rappelé à plusieurs reprises 2016 avec l'Euro et cette finale perdue à domicile contre le Portugal. Donc, il a savouré, il a salué ses joueurs. Il a notamment dit que ces joueurs et puis ce groupe jeune étaient amenés à gagner dans 2 ans, dans 4 ans. Mais malgré tout, ils étaient en finale dimanche. Et donc, il fallait saisir l'opportunité. Mais Didier Deschamps a aussi savouré. Et puis, on a vu un petit peu de sourire quand on lui a posé la question, notamment sur les scènes de liesse à Paris et puis même dans la France entière. Il a pas pu s'empêcher de sourire et puis de se rappeler les bons souvenirs. Justement, il a dit que ça lui rappelait des bons souvenirs et que c'était un privilège de pouvoir lui donner du bonheur aux gens. Et il attend qu'une chose, c'est qu'il soulève le trophée dimanche. Ben justement, on a Elio qui nous dit comment réussir à faire oublier la crise populaire, une finale de Coupe de foot, donc de Coupe du Monde. Un peu plus d'infos, les gars, sur les joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit un peu en zone mixte? Racontez-nous un peu. Pour être tout à fait franc, zone mixte, là on est 3 du Figaro présents à la Coupe du Monde et vous voyez bien on est que 2. Joker. Et il y en a un qui est le 3e qui est actuellement en zone mixte parce que les joueurs tardent un petit peu. Je pense qu'ils n'ont pas boudé leur plaisir de rester en zone mixte. Et juste un petit détail, les joueurs là ont 48 heures avec leur famille. Ils vont rester à Saint-Pétersbourg encore demain et rentrer sans doute demain soir, voire jeudi matin. Je suis perdu dans les jours, vendredi matin. Enfin bref, on s'en fiche. En tout cas, il y a du temps avec la famille, c'est ce qu'a précisé Didier Deschamps. Et je rajoute juste, Baptiste, que effectivement ce que tu disais par rapport à Didier Deschamps en conférence de presse, on le perçoit aussi un petit peu sur les réseaux sociaux avec les joueurs. Ils ont déjà évidemment mis des photos, des vidéos, tout ça. Et ce qu'on entend, ce qu'on lit, c'est il reste un match. Voilà, Kylian Mbappé l'a dit, Antoine Griezmann a dit plus qu'un match. On sent bien qu'ils sont près du but, mais que c'est pas encore gagné et qu'il va falloir se remettre dans la compétition pour le match de dimanche. Alors Virginie dit bravo les Bleus, merci de nous faire vibrer, superbe équipe. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux nous regardent. Messieurs, on parlait, nous, quand on a ouvert justement ce débrief de 98, de nos souvenirs. Où vous étiez en 98? Expliquez-nous un petit peu. Où est-ce qu'on était, nous, en 98? Ouais. Ah ouais, alors, en 98, je sais pas si on doit le raconter, si. T'avais déjà 15 ans, toi, non? Non, je sais plus quel âge j'avais. Enfin bref, mais non, je sais pas si c'est intéressant en fait cette question. Tout le monde s'en fout de savoir où j'étais en 90. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va faire dimanche tout le monde et qu'on va heureux. gagner la Coupe du Monde. Et la fête qu'on va faire derrière à Moscou quand on la remportera, cette coupe. Ouais, justement, Renaud, j'ai une question. Est-ce que vous sentez autour de vous une certaine ferveur, une certaine liesse, justement, ou vous êtes trop loin pour vous en rendre compte? Alors l'effervescence, elle était loin de nous et elle était il y a environ 1 heure. Ouais. Là, on est sur, on va le dire, on est sur un parking qui est autorisé pour ce genre de tournage avec en arrière-fond le stade. Mais là, tout le monde est déjà reparti. Ça a fait la fête pendant 1 heure, 1 heure et demie. Effectivement, on a vu à chaque fois devant une caméra de télévision qui est encore comme présent celle-ci. derrière vous. Vous avez des Pardon ? L'éclairagiste du stade est encore là derrière vous parce que ça clignote. On en prend plein les mirettes, les gars. Oui, c'est vrai. Il met l'ambiance. Il met l'ambiance pour lui et sa copine, les 2 seuls qui restent dans le stade. mais autrement, voilà, vous aviez des petits groupes qui s'agglutinaient derrière les caméras, mais après, voilà, tout ça s'est dispersé. Ils ont repris les transports pour rentrer à Saint-Pétersbourg à l'hôtel. Mais il faut savoir, notamment pendant la rencontre, on a entendu les Français. Oui, plus que d'habitude. Exactement, plus que d'habitude, parce qu'il y avait peu de Français, pour être honnête, et peu de Belges. Donc on les a entendus et ça a fait plaisir. On a entendu notamment pas mal de Marseillaises. Il y a eu une communion avec les joueurs à l'issue de la rencontre. Tous les joueurs sont rassemblés, on sautait notamment sur Mbappé, sur Griezmann, et après ils sont tous allés voir, staff compris, le COP qui était juste derrière le but du Lloris pour justement avoir un petit peu cet acte fondateur et puis ce plaisir partagé, et c'était vraiment un très joli moment. Alors,
Messieurs, on va avoir justement dans quelques secondes des images, justement un tweet que tu avais fait, Baptiste, avec Didier Deschamps quand tu étais au cœur de la zone mixte. On va avoir ça tout à l'heure. Aline qui nous dit « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Il semble que la finale face au Portugal ait laissé des traces quand même dans les souvenirs des Français. Mais elle a laissé des traces, d'autant plus que Didier Deschamps l'a encore une fois répété en conférence de presse. Et même, il a eu un mot où il a coupé sa phrase en disant « Moi, je me rappelle d'il y a 2 ans et c'était très douloureux ». Et on l'a senti un petit peu regarder sa feuille de stade devant lui, couper sa phrase, souffler, et on le sentait vraiment touché, alors que Didier Deschamps, il a pour habitude de finalement jamais laisser transparaître ses émotions en public. Et là, on sent vraiment que lui, en tant que compétiteur, c'est un carnassier, Didier Deschamps. Lui, c'est l'odeur de la victoire et rien d'autre, que ce soit beau ou pas beau, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est gagner, c'est gonfler son palmarès et celui de ses joueurs. Donc oui, ça a laissé des traces. Et justement, pendant 4 jours, il va les conditionner pour éviter encore une fois une défaite en finale. Et justement, Baptiste, ça peut justement leur apporter l'expérience suffisante pour arriver dans cette finale de manière sereine et pas justement comme à cette Euro 2016 où on a vu une équipe de France finalement se faire un petit peu attendre et se faire ensuite surprendre par le Portugal. Là, en plus, ils vont jouer en finale contre soit l'Angleterre, soit la Croatie, qui ont quand même une chance inespérée d'être en finale, qui ne vont pas forcément s'y attendre. Et peut-être que dans les jambes, dans les têtes, ça va se ressentir. Donc l'équipe de France, avec l'expérience de l'Euro 2016, elle a vraiment toutes ses chances en finale. Oui, vous qui avez vu le match du stade, est-ce que vous avez l'impression que les Français dégagent de plus en plus de sérénité au fil des rencontres, justement ? On a l'impression en tout cas qu'ils sont de plus en plus solides et on l'a vu lors de la poussée belge en deuxième période. Et du coup, j'ai pas entendu la question. Et ben voilà, merci Baptiste. Non, je crois que c'est une question sur l'ambiance, mais est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît ? Je vais la répéter. Non, je disais que l'équipe de France dégageait de plus en plus de sérénité au fil des rencontres et qu'on l'avait vu contre la Belgique, notamment en seconde période. Est-ce que vous avez aussi cette impression vue du stade ? Mais complètement. Et en fait, il y a à la fois ce match contre la Belgique, et je pense que tu seras d'accord avec moi, et puis l'ensemble des gens aussi qui ont regardé tous les matchs de l'équipe de France. On va se répéter, mais cette montée en puissance, on l'a senti. Bon, les matchs de groupe étaient laborieux. Il y a eu l'Argentine, il y a eu l'Uruguay. C'était encore deux profils d'équipe qui étaient complètement différents. Là, la Belgique, c'était aussi très très compliqué. Alors que là, voilà, il y a Guillaume Gotti qui arrive. Donc du coup, on va avoir les déclarations en zone mixte. Bon, lui, il est plus grand, donc du coup, il va nous faire sauter du cadre. Mais en tout cas, c'était extraordinaire. Et puis non, juste pour répondre à ta question, oui, sur la sérénité de l'équipe de France, on la sent vraiment et on sent qu'il y a des leaders qui tiennent cette équipe à bout de bras, que ce soit Hugo Lloris qui a été phénoménal, il a été phénoménal durant cette demi-finale, et un garçon comme Paul Pogba et Didier Deschamps, on a parlé, je pense que Guillaume va en parler tout à l'heure, mais Didier Deschamps a eu que des mots positifs à l'égard de Paul Pogba en disant qu'il avait été monstrueux, et pas dans un secteur de jeu où on l'attendait finalement dans la construction du jeu, mais plutôt dans le côté bagarreur, dans la combativité, etc., et qu'il avait pris une autre dimension, et parce qu'il répondait à toutes ses attentes, notamment en tant que leader. Allez, et là je passe à la question à Guillaume là. Bon, en attendant Oui, bonsoir à tous. Là, je ressors de la zone mixte et ce qui est impressionnant, c'est le calme de ces joueurs de l'équipe de France. Il n'y a pas d'euphorie. Ils savent qu'ils ont fait quelque chose de très fort, mais pour eux, voilà, maintenant, il faut aller au bout. Il y aura une fête uniquement s'il y a victoire dimanche prochain à Moscou. Voilà, beaucoup de calme. Beaucoup de sérénité. Les joueurs ont vraiment conscience d'avoir fait quelque chose de grand. Ils ont souffert ensemble, ils ont sué ensemble, ça se voit. Il y a des sourires, il y a des choses qui ne trompent pas. Mais voilà, il n'y a aucune euphorie. Ils disent, il y a quelque chose qui est revenu souvent, c'est que notamment de la bouche d'Olivier Giroud, c'est qu'ils ont retenu la leçon de l'Euro 2016. Après la demi-finale contre l'Allemagne, ils avaient peut-être été un petit peu euphorique, on va dire, ils avaient peut-être un peu décompressé, et là du coup et en finale on avait vu qu'ils s'étaient fait punir par le Portugal. Là pas du tout, ils restent concentrés, ils sont à 100% sur leur objectif, c'est la finale de dimanche, c'est de soulever la coupe. Alors beaucoup de réactions encore sur les réseaux sociaux. Léa célèbre cette victoire, c'est une super belle ambiance. Votre serviteur, c'est un pseudo sur lefigaro.fr, et qui sera au Japon dimanche pour suivre la finale dans un bar occidental. Donc cette équipe de France sera suivie dans le monde entier. Patrick nous dit merci à nos valeureux amis belges pour ce match somptueux. On est content pour lui. Riche en émotions. Bonne chance et haut les cœurs pour la petite finale. Messieurs, voilà. Cette équipe de Belgique, on la craignait, on la redoutait. L'équipe de France, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'elle a dominé son sujet ?
Oh bah oui, on peut le dire, je pense, Baptiste. Elle a dominé son sujet. En tout cas, elle a montré la même sérénité que contre l'Uruguay, défensivement en tout cas. En première période, effectivement, il y a eu des alertes. Hugo Lloris, d'ailleurs, nous a sauvé une fois, hein, Baptiste. Mais en deuxième période, on était plutôt serein. On n'a pas... en tant que Français, bien sûr, qu'on craignait ce but, mais quand on observait le jeu depuis les tribunes, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une alerte toutes les 5 minutes sur les cages d'Hugo Lloris. Donc elle a montré en tout cas, je trouve, une vraie sérénité en deuxième période pour tenir ce résultat. Et pour appuyer les propos de Renaud, dans la conférence de presse du Didier Deschamps, il a notamment dévoilé le plan justement qu'il avait mis en place, à savoir le travail défensif d'Olivier Giroud et d'Antoine Griezmann. Le but, c'était pas de venir chercher le ballon sur les deux défenseurs centraux, mais c'était au contraire de priver de ballon les Witzel, les Fellaini au milieu de terrain et Dembélé qui étaient plus à même quand même techniquement parlant de mener le jeu de la Belgique. Et il a dit notamment, je préférais que ce soit les défenseurs centraux qui avaient oh, je vais y arriver. Qui avait ces ballons, mais en revanche pas les milieux de terrain. Et c'est pour ça qu'ils ont défendu très bas. Et il a loué justement l'énergie et la combativité de ces deux attaquants. Frédéric Picard. Oui, alors j'ai plein de petites infos qui tombent. Tout ça envoyé évidemment par nos équipes qui sont dans la newsroom actuellement. Vous dire que à l'Assemblée nationale, nos députés ont suivi ce match. Applaudissements après la victoire des Bleus. Les travaux à l'Assemblée nationale reprennent. On me dit aussi que, et ce que vous disiez Laurent tout à l'heure, c'est ça qui est génial, c'est quand même très 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 bon enfant partout en France. On n'a rien à déplorer pour le moment, et tant mieux, et c'est ça la fête, c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'il y a un pays entier et derrière l'équipe de France. Donc voilà, c'est les dernières infos. Je vous laisse la une, je vais y retourner parce qu'on a quand même deux, trois petites choses à faire. À très bientôt, peut-être à dimanche. Voilà la une, Laurent. Exactement. Merci Fred. Merci beaucoup. La une du Figaro. Bravo les gars. On vous la montre à vous aussi. Messieurs, on va parler un petit peu justement de... Elles ont déjà tourné dans le vestiaire bleu. Ils étaient tous sur leur smartphone. Ils ont vu la folie sur les Champs-Élysées. Voilà, ils savent quand même qu'ils ont déjà fait quelque chose de très grand. Mais comme je disais tout à l'heure, le plus important, c'est dimanche. Il y a un Benjamin Pavard, 22 ans, qui dispute sa première Coupe du Monde. Il a dit ce soir, je ne me lâche pas. Je ne suis pas quelqu'un qui me lâche. Je me lâcherai uniquement dimanche soir si on a gagné la Coupe du Monde. J'ai une question pour vous. Je ne sais pas si. Je crois que Guillaume n'a pas d'écouteur, il ne m'entend pas, mais voilà, elle s'adresse à vous trois. Est-ce que Deschamps, les joueurs de l'équipe de France, ont évoqué un potentiel adversaire en finale? Ils préfèrent les Croates ou les Anglais? Non, ils ont pas. La question a été posée notamment à Kylian Mbappé. Il n'a pas voulu répondre. Il a dit peu importe. Voilà, il a un peu évacué la question. Je crois pas avoir entendu d'autres joueurs donner une préférence. Voilà, je pense que maintenant ils sont en finale, ils prendront ce qui viendra, pardon. Donc non, pas de préférence en tout cas de la part des joueurs de l'équipe de France. Et vous, à votre avis, même topo côté Didier Deschamps. Et vous, à votre avis, vous qui avez suivi cette équipe de France depuis le début du tournoi, vous avez vu également quelques matchs des autres équipes, vous avez entendu parfois les joueurs, l'encadrement de l'équipe de France évoquer ces matchs. Selon vous, quel est l'adversaire le plus adapté au jeu des Bleus, les Anglais ou les Croates? C'est exactement la question de Farouk sur les réseaux. C'est difficile à dire. On vous avoue qu'ici, nous, on colle vraiment à l'équipe de France. Donc, à la fois les matchs de l'Angleterre, les matchs de la Croatie, on les a pas tous vus. On sait que la Croatie était un vrai épouvantail avant ce mondial. Ça a été un petit peu plus difficile par la suite. Ils ont des joueurs exceptionnels, Modric, Rakitic, même Mandzukic devant. Voilà, c'est du très lourd. Et de l'autre côté, il y a l'Angleterre qui est toujours qui a toujours cette image d'éternel loser, qui depuis 1966 est son seul titre de championne du monde, n'a jamais vraiment réussi en Coupe du Monde. Il y a peut-être quelque chose qui s'est créé avec cette fameuse séance de tir au but qui a été enfin remportée par les Anglais après tant d'échecs. Donc on sait aussi qu'en Angleterre, ça peut prendre vite, ça peut prendre feu. Je pense que tout le royaume est derrière son équipe. C'est un peu comme en France, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Les joueurs en ont conscience. Et puis ils ont des joueurs de talent. Harry Kane, forcément, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, qui a un vrai danger. Donc voilà, à choisir entre les deux, franchement, ce soir, je ne saurais pas dire. Et puis c'est compliqué finalement de dire quel est l'adversaire le plus adapté parce que, étant donné ce qu'on a vu de la part de l'équipe de France depuis 3 matchs, notamment sur les 3 matchs coup près, face à l'Argentine, face à l'Uruguay ou la Belgique, c'était 3 équipes au style complètement différent.
différent. Donc on est plutôt rassuré sur la capacité de l'équipe de France à répondre présent, que ce soit contre l'Angleterre ou contre la Croatie. Donc là-dessus, il n'y a pas de préférence, mais en tout cas, l'équipe de France sera présente. Alors encore des commentaires, encore toujours Kekash qui sera à Nice pour la finale. Samir espérant une finale remportée par les Bleus contre les Anglais. Christine qui nous dit c'est juste incroyable en direct du Zénith de Lille. Farouk qui lui pose une question, le temps de récupération, est-ce que ça peut jouer aussi selon vous ? Oui, effectivement, ça peut jouer, surtout face à des équipes comme l'Angleterre ou la Croatie qui ont déjà fait des prolongations et qui, en plus, vont jouer un match après nous. Là, on arrive justement à ce moment où ça va jouer ce temps de récupération, puisqu'ils auront un jour de moins que nous pour récupérer. Ensuite, l'état de fraîcheur des Bleus était quand même excellent aujourd'hui. On a vu les Pogba, on a vu les Kanté. Bon, Kanté, ça nous surprend moins, mais courir absolument tout le match. Donc, visiblement, la fraîcheur est du côté français. Espérons qu'elle le soit moins du côté anglais et du côté croate, avec un match éprouvant demain pour cette deuxième demi-finale. C'est dit ? Alors oui, messieurs, pendant le match, on a vu Mbappé très ciblé par les Belges. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a eu un traitement particulier sur lui ? Complètement, il y a eu un traitement particulier de la part des Belges sur Mbappé. On l'a vu d'entrée de jeu, que ce soit Vertonghen, que ce soit Fellaini, que ce soit Witzel. Ils sont tous un petit peu mis pour essayer de contrer Mbappé et puis ses fulgurances. Mais Mbappé nous a encore impressionné ce soir. Il marque pas de but, mais il a été extraordinaire de par sa percussion, de par sa puissance dégagée. À chaque fois, pour être honnête, à chaque fois qu'il a le ballon dans le stade, on a l'impression que le temps s'arrête et que tout le monde se met à regarder. Et c'est juste impressionnant ce qui se passe avec Kylian Mbappé. Il a 19 ans, on se répète, on ne sait plus trop quoi dire auprès du Français, mais c'est extraordinaire. Et oui, il y a eu un plan anti-Mbappé. La question a été posée à Roberto Martinez sur la performance de Kylian Mbappé. Bon, il a fait un peu de langue de bois en disant qu'ils avaient mis en place un plan particulier et que ça avait plutôt bien fonctionné. En revanche, il a dit que Kylian Mbappé, un peu comme tout le monde finalement, mais était soumis à un avenir exceptionnel et qu'il avait été frappé par sa vitesse constante et qu'il avait fait très mal notamment à cette défense belge. Oui, Baptiste, justement, je voulais te poser une question parce que je sais que tu as été un très grand défenseur d'Olivier Giroud. Il est très critiqué sur les réseaux sociaux et un peu par certains observateurs, alors qu'il a fait un travail défensif assez impressionnant, mais il a quand même raté pas mal d'occasions. Qu'as-tu pensé, toi, de sa prestation ? Tu parlais de Giroud ? Allez, parle de Giroud. Oui, Guillaume va répondre. On a vu Olivier Giroud en zone mixte qui a fait son mea culpa sur les quelques occasions qu'il a eues et qu'il a ratées, effectivement. Après, voilà, c'est Olivier Giroud. Il a dit que tout le monde s'était sacrifié pour l'équipe, lui y compris, Antoine Griezmann aussi, que Didier Deschamps était très satisfait de leur travail dont a parlé Baptiste tout à l'heure. Donc voilà, Olivier Giroud, ça ressemble de plus en plus à un Stéphane Guivarch 98, mais franchement, vu comment ça s'est terminé il y a 20 ans, on signe tout de suite pour qu'il fasse un 0 pointé dans cette Coupe du Monde. Ici, depuis Paris, devant nos écrans de télé, on a eu vraiment l'impression que Raphaël Varane était phénoménal, qu'il était une tour, un phare pour la défense française, mais également pour l'ensemble de l'équipe, dans un match où finalement, compte tenu de la qualité offensive des Belges, cette défense française, elle passait un vrai test. C'était vraiment challenging. Ouais, Raphaël Varane, il plane sur cette Coupe du Monde. Au début de la Coupe du Monde, il s'arrêtait plus en zone mixte, il ne parlait uniquement aux journalistes espagnols. Ce soir, j'ai regardé sur mon téléphone, il est resté 7 minutes avec la presse française. Il était sur un nuage, Raphaël Varane. On lui a demandé si c'était son meilleur match en bleu. Bon, il est assez humble et modeste, donc il a dit « je ne sais pas », mais tout le monde dans l'assistance n'en pensait pas moins, savait qu'il avait réalisé un énorme match. Voilà, c'est vraiment le patron, c'est celui qui s'est révélé dans cette Coupe du Monde en tant que leader, à la fois sur le terrain et en dehors, parce que c'est aussi quelqu'un de très important. On lui a aussi posé la question, c'est pas moi, un confrère espagnol, sur le départ de Cristiano Ronaldo. Il n'a pas voulu répondre, Raphaël Varane. C'est une question au-delà de Raphaël Varane, il y a aussi Samuel Umtiti qui a fait un super match, notamment dans l'impact, dans les duels, ça a été quand même impressionnant. Et puis en face, il y avait quand même ils avaient à la fois Varane et Umtiti un très très gros client qui s'appelait Romelu Lukaku et qui a été extraordinaire depuis le début de la compétition. On en a parlé avant match avec le poids de Thierry Henry notamment auprès de Lukaku, et ils ont plus que passé avec brio cette nouvelle épreuve.
Oui, question plus tactique, peut-être plus pointilleuse. À la télé, on ne voit pas, donc c'est pour ça que je vous pose la question. On a l'impression que ce 4-2-3-1 mis en place par Deschamps est un peu bancal, avec Matuidi et Mbappé qui ne sont pas exactement sur la même ligne. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du stade? On a l'impression qu'en phase défensive, Matuidi a tendance à se recentrer. Mais en fait, c'est le principe de ce 4-2-3-1, c'est qu'en phase défensive, Blaise Matuidi repasse un petit peu dans l'axe, il vient combler, il se décale en fait. Il se décale avec Kanté, avec Pogba, parce qu'il vient de combler aussi le repli défensif de Kylian Mbappé qui est moindre. En revanche, il fait quand même un repli défensif, Kylian Mbappé, faut le souligner, par rapport à ce qui s'est passé contre l'Australie. Il donne pas sa part au chien, il revient défendre. Après, c'est pas un défenseur dans l'âme, et Blaise Matuidi a plus ce profil. Donc, ça peut paraître bancal comme ça de l'extérieur, mais ça l'est pas du tout. Tout ça est travaillé, tout ça est pensé, tout ça est scruté par Didier Deschamps et de son staff depuis X jours et X semaines. Donc non, c'est pas bancal. Et ce qui est important aussi dans cette rencontre, et puis depuis quelques matchs, c'est l'apport de Blaise Matuidi dans sa capacité à la fois à faire le travail défensif, mais aussi à se projeter vers l'avant, à être une solution, à s'intercaler. Et il a été ultra important, Blaise Matuidi, dans cette construction du jeu et dans cette vision de jeu. Alors, on a Sonkos qui est en direct de Dublin. On nous demande, alors Farouk nous demande, bon, je sais que vous avez beaucoup de travail déjà avec l'équipe de France, mais est-ce que Thierry Henry a réagi à la défaite ? Est-ce que Thierry Henry a réagi à la défaite ? Écoute, personnellement, j'ai pas vu Thierry Henry. J'ai vu Didier Deschamps. Et je sais pas si Guillaume a vu Thierry Henry, mais je pense pas que. Non, il s'est pas arrêté en zone mixte. Non, il s'est pas arrêté. Donc là, pour le coup, il a été très sobre et très digne et pas de réaction particulière de Thierry Henry. On a Christophe qui nous dit, soulignons la prestation exceptionnelle d'Eden Hazard. C'est vrai que nous, devant notre télé, on était subjugués par ce joueur en début de match. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, dans le stade ? Eden Hazard, ce qu'on a pensé d'Eden Hazard, il a fait un début de match extraordinaire, vraiment. Voilà, un peu dans la lignée de ce qu'il avait fait contre le Brésil en quart de finale, où il avait battu un record de dribble réussi, il en avait mis 10. Ce soir, il a quand même mis au supplice Benjamin Pavard, qui est quand même un très bon défenseur. Après, Benjamin Pavard a réussi à reprendre un petit peu le dessus, mais le début de match a quand même été très très compliqué. Des tribunes, c'était vraiment impressionnant. Chaque prise de balle d'Eden Hazard, il y avait danger. Il déborde, il revient à l'intérieur, il trouve des solutions avec Fellaini, avec De Bruyne. Vraiment, c'était très très impressionnant vu du stade. Il y a eu un petit coup de moins bien quand il est revenu un petit peu dans l'axe en deuxième mi-temps. En fin de match, il est revenu sur son côté. Il a encore créé le danger. Il a essayé de faire la différence. Ça n'a pas suffi. Eden Hazard, joueur de très grande classe. Ouais. Alors, messieurs, apparemment, donc on vous presse pour finir ce live. Vous avez un petit peu de pression sur ce parking, russe. Dernière question de Lorik. Après, on vous laisse partir aller faire la fête. Quelle a été la réaction d'Hugo Lloris concernant son match ? Ah, on va pas faire la fête, on va travailler là. Allez, là, on a des choses à faire. Est-ce que vous avez entendu ma dernière question, messieurs? Lorik, quelle a été la réaction d'Hugo Lloris concernant son match? Vous le savez, Guillaume? Hugo Lloris, oui, il est passé en zone mixte, il s'est arrêté un petit peu partout. Malheureusement, j'étais avec d'autres joueurs parce qu'ils sont arrivés tous un petit peu en même temps. Donc, j'ai pas eu la réaction d'Hugo Lloris. Vous retrouverez ça demain sur le Figaro.fr. Voilà. C'est important de le dire. Mais il a été monstrueux. Cet arrêt qui sort en première mi-temps, un petit peu dans la lignée de ce qu'il a fait contre l'Uruguay. Il fait une très très grosse Coupe du Monde, Hugo Lloris. Il a sauvé les Bleus plusieurs fois. Avant de vous laisser, juste ici à Paris, vous dire que les champs commencent à peine à désemplir. Il y avait, à mon avis, plusieurs centaines de milliers de gens sur les champs. La liesse populaire ressemblait vraiment à l'après-victoire 98, donc beaucoup de monde. Ça commence à peine à désemplir. Vous pouvez nous donner quelques indications sur le programme des Bleus ces prochains jours, si vous en avez? Exactement. Le programme des Bleus, c'est que là, ce soir et demain, ils sont avec leur famille. Ils vont rester à Saint-Pétersbourg. Ils vont rentrer demain dans l'après-midi à Istra, leur camp de base qui est à peu près à 70 km de Moscou. Donc demain, on sera mercredi, c'est ça? Parce que là, on a perdu la notion des jours. Demain, on sera mercredi. Donc, il
Il n'y aura pas d'entraînement, il n'y a pas de point presse de prévu demain à Istra. En revanche, dès jeudi, il y aura un petit entraînement pareil au camp de base, à côté du camp de base. Et puis vendredi, idem. Et samedi, ils vont tout de suite aller aussi à Moscou, à 24 heures de la finale. Donc il y a à peu près 70 km. Ils vont faire ça en bus. Ça va être le maître mot, c'est quoi? C'est la récupération, régénérer les corps. Parce qu'il y a quand même eu 3 matchs compliqués, 3 matchs difficiles sur le plan physique. Et puis au niveau mental, Didier Deschamps va préparer ses joueurs dès demain avec son staff. Et donc ils vont basculer sur la finale dès demain et samedi arriver à Moscou et finale dimanche après-midi. Merci beaucoup, messieurs. Bon travail. Écrivez bien et puis ensuite, relaxez-vous un petit peu. Merci à vous. Merci. Sortez un peu. Amusez-vous et merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci, les gars. Bien, écoutez, messieurs, on va se quitter. Je vous rappelle cette une du Figaro. Vous l'avez en primeur. Tu peux nous la lire, Laurent? Oui, le rêve en bleu continue. Exactement, donc on va continuer de rêver comme Kylian Mbappé qui a déclaré même dans mes plus grands rêves, je n'aurais jamais imaginé cela, bien que je sois rêveur, on va continuer de rêver avec lui. Demain, la demi-finale Croatie-Angleterre à suivre sur Sport 24 en live texte et nous, on se retrouve dimanche pour la finale de la Coupe du Monde. Allez les Bleus, merci, au revoir. Eh les gars, attends, ça tourne ou pas? Je peux faire un petit truc. Ça tourne, il y a moyen de faire un bail là. Ouais. Écoutez-moi bien. Les gars, Mbappé c'est le meilleur. Allez la France. Écoute-moi bien, Kylian Mbappé. Tous. Giroud c'est le meilleur. Toute l'équipe de France, écoutez-moi bien. Et la vie de ma mère, je vous aime. Et si vous gagnez, ça va être sale. Ça va être sale. C'est sale, gros.